Intime Extime, un cycle de rencontres avec des écrivaines et également avec des artistes. Un cycle de rencontres qui est bâti sur l'exposition Seen Unseen, géographie de l'intime, Al-Batin wal-Zahir, qui se déroule à la station d'art BCT9. Nous sommes en compagnie de Nadia Grab, qui est auteur d'un recueil de nouvelles intitulé Dépassement, paru aux éditions Arabesque, et qui travaille actuellement sur un premier roman. Nous allons parler avec elle d'identité plurielle et essayer de nous nourrir de son expérience et également de ses points de vue sur ces questions. Merci Hatem. Alors, identité plurielle, je ne sais pas trop par où commencer, tellement ça foisonne dans ma tête. Oui, pluriel, certainement. Disons déjà sur le plan linguistique, je m'exprime continuellement en 2 langues, je dirais même en 3 langues, puisque je m'exprime en français, en arabe tunisien, souvent, et en arabe égyptien. Quand c'est du très très spontané, quand ça sort des tripes, c'est l'égyptien qui parle. Et donc, je suppose qu'on peut qualifier ça d'identité plurielle. Mes lectures aussi se font en 2 langues. Et puis, je peux dire aussi que sur le plan socio-culturel, religieux, parce que la religion contient beaucoup de choses. Le mot religion est un mot vraiment bateau qui contient plein de choses. On appelle religion la spiritualité, on appelle le communautarisme religion, on met dans religion des habitudes culturelles, des rituels, etc. Donc c'est un peu un fourre-tout le mot religion. Donc sur ce plan aussi, j'ai une identité plurielle. Bon, on ne peut pas avoir plusieurs religions, mais je côtoie, je vis au quotidien avec des gens de 4-5 religions différentes. Et donc là aussi, ça me donne, par ricochet, si vous voulez, une identité plurielle. Et vous avez d'ailleurs été très active et toujours active dans le domaine du dialogue islamo-chrétien. Tout à fait. Mais j'appartiens au GRIC, qui est le groupe de recherche islamo-chrétien, qui est un groupe créé depuis une 50aine d'années, je crois. Bon, mais moi je l'ai rejoint en 2005, si je ne me trompe pas, donc ça fait déjà une 15aine d'années. Et nous sommes un certain nombre d'universitaires à parité, non pas hommes-femmes, mais à parité chrétiens et musulmans, qui nous rencontrons une fois par mois pratiquement, même pendant le confinement, on a fait des vidéoconférences, et qui travaillons tous les 2-3 ans sur un thème bien précis que nous traitons du point de vue des chrétiens, du point de vue des musulmans. Chacun fait un texte, et puis ce qui est un peu original ou intéressant, c'est que ce texte est discuté, longuement lu d'abord par chacun, ensuite discuté. L'auteur tient compte de toutes les réactions qu'il a reçues et il refait une deuxième mouture, etc., jusqu'à ce que tout le monde puisse dire, non pas c'est mon texte, parce que ça c'est pas possible, c'est quand même le texte d'une personne, mais je n'ai pas d'opposition à ce qui est dit là. Et je crois que c'est intéressant. Alors on traite aussi bien les convergences que les divergences, et l'amitié très profonde qui nous réunit au bout de 15 ans de rencontres mensuelles, chaque mois une rencontre pendant 15 ans, ça fait beaucoup. Donc il y a une amitié très importante qui nous lie, et grâce à cette amitié, on peut traiter, disons, les points de friction, les divergences, etc., en sachant que c'est tout à fait détendu et ça ne pourra pas tourner en conflit. C'est important. Et vous êtes vous-même dans une singularité, vous êtes égyptienne, copte, vous vivez en Tunisie, vous vivez d'ailleurs entre 3 pays, l'Égypte est en vous, toujours présente, et cette expérience-là rejaillit aussi bien sur votre vécu que sur vos dispositifs littéraires. Certainement, pas exprès, mais je pense que ça se fait tout seul. D'ailleurs, je n'ai pas fait exprès de voyager comme ça, même si peut-être j'ai des prédispositions gitanes, comme je vous l'ai dit. Mais bon, moi je suis partie. Alors, c'est vrai, en Égypte, je suis copte. Les coptes, ce sont les chrétiens d'Égypte, donc ce sont les anciens Égyptiens qui sont restés chrétiens. D'ailleurs, le mot copte et le mot Égypte, c'est la même racine. Hein. Égyptos, coptos, en grec, les uns sont les habitants de l'autre. Donc c'est le même mot. Alors, il y a toujours eu des coptes, il y en a à peu près, en gros, on va dire 10% actuellement. Et au sein de ces coptes-là, il y a vers le XVIIIe siècle une toute petite minorité, 2% seulement, qui sont devenus catholiques. Alors,
les Coptes orthodoxes sont indépendants, c'est-à-dire qu'ils ont leur patriarcat et tout ça, alors que les Coptes catholiques sont rattachés à l'Église universelle, dont le siège est à Rome évidemment. Et donc, moi j'ai envie de croire que, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai envie de croire que mes ancêtres sont passés au catholicisme, peut-être parce qu'ils voulaient rester coptes, mais tout en ayant une fenêtre sur le monde. Voilà. Donc, je suis minoritaire en tant que chrétienne en Égypte, et je suis ultra minoritaire en tant que copte catholique en Égypte. Et il faut dire, par ailleurs, que lorsqu'on vous écoute, on peut penser à la notion de frontière, c'est-à-dire soit il y a des frontières partout, soit ces frontières sont en fait intégrées, désintégrées en chacun de nous. Oui, oui. Moi j'aime bien les frontières quand elles sont dépassées. C'est ce que j'aime. Au moins, j'aime faire des brèches dans les frontières. Hein. Et je crois que, même sans le faire exprès, par mon identité qui est ce qu'elle est, je suis un petit peu un grain de sable qui vient déranger les frontières trop bien tracées, parce qu'on ne sait pas trop, même au grec, on ne sait pas trop où me mettre, hein, parce qu'au grec, il y a les chrétiens qui sont en général occidentaux, et puis il y a les musulmans qui sont en général arabes orientaux, et moi je suis quelque part entre les deux, je brouille les cartes. Voilà. Et on peut être un et plusieurs aujourd'hui. En soi-même. Par le jeu des nationalités aussi. Ah oui, oui, par le jeu des nationalités, ça ne me pose aucun problème. Moi, j'ai 3 nationalités, et bon, mais elles sont réelles, je veux dire, c'est pas que du papier. Par exemple, aux États-Unis, on m'avait proposé la nationalité américaine, mais moi, je le sentais pas. C'était pas... Ça me correspondait. Moi, je suis une méditerranéenne. Si j'ai une vraie nationalité, c'est la nationalité méditerranéenne. Donc, en fait, j'ai les papiers de 3 pays, et pour moi, ça converge dans la Méditerranée. Vous me mettez n'importe où en Méditerranée, je suis bien. Je me sens vraiment bien chez moi. Une nationalité fluide et un cœur gitan. Vous l'assumez, ce cœur gitan? Tout à fait. Oui. Et d'où le tenez-vous? Ah, alors là, c'est un mystère. Je ne sais pas du tout. Ma famille était plutôt sédentaire. Mais les gitans, justement, c'est peut-être en quelque sorte l'abolition de la frontière. Je pense. Pas tout à fait l'abolition, parce que les frontières demeurent, mais le dépassement de la frontière. On n'est pas assez fort pour abolir ça, mais on est assez fort pour se faufiler entre, et pour la rendre peut-être un petit peu absurde quelque part. Elle existe, mais elle est absurde. Et vous connaissez l'addenda qu'on attribue à Neil Armstrong, qui, regardant la Terre à partir de la Lune, avait ajouté à son premier pas l'idée que de là-haut, on ne voyait aucune frontière. Oui. Et cet universalisme, comment vous le ressentez? Moi, je me sens étrangère à aucune culture, dans un sens. Je suis tout à fait persuadée que l'universel est vraiment existant en chacun. Et moi, je vais vous dire, ce qui m'intéresse quand je rencontre des gens, ou bien quand j'écris, ou quand je lis encore plus, ou dans toutes mes actions, ce qui m'intéresse, c'est très précisément la relation en chacun entre l'universel et le singulier. Je pense qu'il y a de l'universel en chacun de nous, mais chacun le conjugue à sa façon. Je prends un exemple très bête, le sens maternel, l'instinct maternel. Je crois que c'est quelque chose de vraiment universel. Mais cet instinct maternel se manifeste ou bien se conjugue suivant des traditions différentes. Pour des mères, je ne sais pas où, ça sera peut-être par l'excision, ce qui est terrible pour nous, pour une autre culture. Mais pour elles, c'est par amour pour leur fille. C'est difficile à comprendre, mais je suis persuadée. Donc, il y a quelque chose de tout à fait universel, qui est par exemple l'amour maternel, mais il y a aussi tout, il y a beaucoup, toutes les valeurs, à mon avis, les valeurs fondamentales sont universelles. Mais après, elles prennent des colorations différentes. Et je trouve que c'est passionnant de rencontrer quelque chose de commun en creusant un tout petit peu derrière des choses qui ont des couleurs diverses. Et j'aime cette diversité de couleurs. Parce que si on était tous identiques, on ressemblerait à des clones, ça serait assommant, ça serait infernal. Une question ludique, si vous deviez imaginer un drapeau méditerranéen, ou bien un drapeau universel, quelle couleur y mettriez-vous, ou bien quelle fluidité y mettriez-vous? Oh, ça
ça, je n'ai pas d'hésitation. Ça serait turquoise. Turquoise avec plein d'étoiles jaunes et un soleil blanc. Voilà, excellent. Et par ailleurs, en discutant effectivement cette notion de frontière, d'identité plurielle, il y a aussi cette notion du pays natal qui ressurgit. Est-ce que le pays natal est fondamental pour chacun d'entre nous? Moi, j'ai du mal à parler pour chacun d'entre nous, parce que je n'ai pas fait d'études ni de sociologie, ni d'anthropologie, ni de philosophie. Je suis une scientifique, donc je n'ose pas du tout parler pour chacun de nous, mais je peux parler pour moi. Pour moi, le pays natal est tout à fait fondamental. Et tout ce qui est du domaine, je vais parler un petit peu grossièrement, tout ce qui est des tripes, pour moi, c'est égyptien et je sais que c'est égyptien. Ce qui n'empêche pas que j'ai plein d'autres choses en moi. Mais quand c'est du très spontané, quand c'est du très organique, ça sort égyptien. Voilà. Donc pour moi, les racines et le pays natal et les racines sont quelque chose de primordial. Mais mes racines, j'y tiens. Elles me nourrissent, elles me réconfortent, mais je ne veux pas qu'elles m'emprisonnent. Alors mes racines, je les prends avec moi et je me balade avec elles sur les chemins du monde, en bonne gitane que je suis, et je les laisse essaimer, je les laisse se développer et se nourrir des autres cultures qu'elles rencontrent. Une dernière question, est-ce que la conversation que nous venons d'avoir, selon vous, relève de l'intime ou bien de l'extime? Moi j'ai envie de dire que j'ai envie de dépasser cette frontière entre l'intime et l'extime. C'est pas une façon de me défiler de votre question, mais c'est précisément que j'aime me situer à la frontière des deux. Pas à la frontière, à l'interface des deux. L'interface entre l'intime et l'extime, entre l'universel et le singulier, c'est un petit peu la même interface dans les deux cas. C'est là où ma curiosité vraiment s'intéresse et où j'ai envie de creuser et où j'ai du plaisir. Merci beaucoup, Nadia Rabat. Merci, Hatem.